Salut à tous. Sixers, épisode 3. On va ici continuer cette petite partie avec Joel Embiid entouré de tous ces joueurs relativement de petite taille et qui sont capables de défendre et, on l'espère, de rentrer leur tir à 3 points. Il y a 22 matchs qui ont été joués jusque-là et le début de saison pour l'instant de ces Sixers est vraiment excellent. Et écoutez, tout ce qu'on va ici voir, c'est sur les 20 matchs suivants. Est-ce que sur les 20 matchs suivants, il va en être de même? Ou est-ce que, on va dire, la mayonnaise va retomber? La première idée de ce début de saison, c'est de donner peut-être un petit peu moins de minutes à Danny Green pour essayer de privilégier peut-être Seth Curry en tant que starter dans le 5 de départ, donc de ces Sixers. C'est le truc sur lequel j'hésitais un petit peu en fin d'épisode dernier, je vous le disais. J'ai donc tenté le coup, un 5 Rubio, Seth Curry, Luguentz-Dort, et puis évidemment avec les inamovibles Toby Harris ainsi que Joel Embiid. Cela va de soi. Donc tant que la santé va, tout ira bien. Et puis sinon, par contre, à la moindre blessure, on regardera de près ce qui peut arriver à cette équipe, sachant que la blessure, par exemple, de Joel Embiid serait un véritable drame, en fait. Ça va de soi. Donc, est-ce que la santé de Embiid tiendra? Pour l'instant, c'est le cas. On continue. Il y a des petits pépins comme ça, quand même, à droite, à gauche. On avait déjà eu une petite blessure sur Tobias Harris à l'épisode précédent. Et n'avait pas été trop impacté par cette blessure-là. Ici, c'est Luguentz-Dort qui se blesse. Et là encore, allez, ça va. Normalement, on doit arriver à survivre, même si on verra un petit peu plus tard que l'apport de Luguentz-Dort est vraiment de qualité dans cette équipe-là. Je suis toujours extrêmement attentif et hyper intéressé par ce qui pourra se passer dans la réalité concernant le cas Ben Simmons, qui finalement est revenu à Philadelphie. Il y aurait des déclarations d'intention positive dans les deux camps, mais surtout de sa part à lui, puisque c'est quand même lui qui déconne un peu à la base. On peut vouloir être transféré, mais est-ce qu'on peut comme ça aller jusqu'à ne pas vouloir jouer? Alors entre-temps, apparemment, il serait peut-être question de reprendre avec l'équipe. Moi, en tout cas, j'avais réglé les choses de manière un petit peu plus drastique. C'était, écoute, trade en deçà de sa valeur marchande, à mon avis, puisque Luguentz-Dort, Darius Bazley, plus 4 premiers tours, même s'il y a 4 premiers tours précisément, ça paraît quand même en dessous de la valeur de Ben Simmons, pour lequel on pourrait espérer un ou deux meilleurs joueurs que cela en échange. En tout cas, ici, moi, j'avais voulu rester juste sur ce mode-là, et quitte à prendre un risque finalement et à sacrifier de la valeur joueur au moment de ce trade. À voir. J'ai vraiment hâte de savoir ce que les Sixers vont finir par faire. Apparemment, le GM Daryl Morey a tout sauf envie de brader le joueur. Maintenant, est-ce qu'il faudrait pas se résoudre à l'inéluctable? On va affronter les Brooklyn Nets. Je vous avais dit que je proposerais une petite opposition face à Brooklyn assez prochainement. Voilà, c'est le cas. On a eu le retour de Luguentz-Dort entre-temps. Et en revanche, en face, il n'y a que Kyrie Irving et James Harden. Sachant que en fait, Kevin Durant va rater ce match-là. Il est légèrement blessé. La saison des Nets n'est peut-être pas fabuleuse jusque-là. Elle n'est pas exactement à la hauteur des attentes. Pourtant, quand on regarde les joueurs alignés, tout laisse penser que ça peut faire du très très bon, tout ça. Très heureux encore une fois du retour de LaMarcus Aldridge sur les parquets. Et c'est parti pour de la stratégie minimaliste, mais efficace. On va voir en tout cas. On donne la balle comme ça au poste haut à Joel Embiid qui travaille ses défenseurs, provoque, regardez, hop, les prises à deux. Et derrière, on a des gens autour capables de convertir les shoots ouverts qui se proposent.
On joue également un petit peu sur sortie d'écran. Voilà, quelqu'un comme Danny Green, bien sûr, paraît indiqué. Attention tout de même, parce que ce premier carton est un carton d'adresse totale. Beaucoup de points marqués. Ça veut dire qu'on n'a pas encore résolu la question défensivement. Voilà, tiens, commence un petit peu à le faire en deuxième carton, avec Joel Embiid ici qui montre que non, on n'accède pas au cercle gratuitement. Et on continue à distiller les ballons. Ah là là, donc vous voyez l'adresse aussi, c'est quelque chose qui vient, on le sait tous, au basket. Et on peut pas attendre une conversion à 100% de toutes les possibilités. Donc des fois, on préfère privilégier les cuts. Comme ça, backdoor, là, pour Ricky Rubio. C'était en tout cas une opportunité. Derrière, voilà, on ressort le ballon. Ça rentre pas toujours, là encore. Position était semi-ouverte, hein. C'était pas forcément non plus un shoot parfaitement ouvert. Attention à ne pas laisser Patty Mills ouvert. Alors c'est vrai qu'il y a Kyrie Irving qui est présent. Moi, j'ai pas souhaité... Regardez-moi ça. Oh là là, il s'est compliqué un peu la vie, Kyrie. Hein. J'ai pas souhaité mettre une indisponibilité sur Kyrie Irving dans cette partie, parce que j'estime que autant le laisser jouer. Les raisons finalement pour lesquelles il ne joue pas sont des raisons qui sont... elles sont pour moi proches de l'absurde. Si ce n'est que, dans tout groupe humain, dès lors qu'il y a des règles qui ont été respectées, et que vous avez un élément qui ne les respecte pas, forcément il est montré du doigt, et on peut aussi estimer que c'est quelque part à juste titre au nom de la non-conformité, mais on peut aussi se demander s'il y a vraiment besoin de se conformer à cette exigence. Bref, c'est très compliqué, chacun aura son avis. Korkmaz ici profite. Oui, parce que Dédé Drummond distille aussi de bonnes passes. On aura pris comme ça l'ascendant à un moment donné. Belle adresse à 3 points. Un jeu simplifié grandement par l'absence de KD dans l'équipe d'en face. Et à l'arrivée, ce qui aurait été marquant, je trouve, pour avoir parlé de la totalité du match, c'est Luguentz-Dort qui aura fait du très très gros boulot sur James Harden pour le limiter un petit peu. Et puis après, que ce soit Danny Green, que ce soit Tybal, que ce soit même à son niveau Ricky Rubio, hein, ou Tyrone Maxey, qui auront par moments été aussi un petit peu gênants pour Kyrie Irving. Alors ça, c'est juste histoire de l'empêcher de marquer 40 points. Et voilà. 40 points, on l'a pas empêché, mais par contre, on a empêché James Harden de briller. Et c'est déjà un élément positif, surtout en l'absence de KD. Un très gros match de Harris, donc il est utile. Tobias Harris, deuxième lame de cette équipe-là. On est à 24-6 à ce moment-là, au bout de 30 matchs joués, avec encore une fois une très bonne série. La tête de l'Est, pour le moment, Bucks, Nets, Celtics, Wizards, Hawks, Bulls, Knicks déjà en négatif. Ça n'est que provisoire, puisque tout ça va un petit peu encore se modifier dans les semaines qui viennent. Il va y avoir notamment quelques équipes qui vont un peu s'arracher de cette barre des 50% dont elles sont assez proches pour le moment, pour essayer de dégager une véritable élite à l'Est. Ça va se faire tout seul, vous allez voir. On perd ici face au Boston Celtics, c'est dans la foulée. On perd aussi un joueur, c'est Tyrese Maxey, pour 1 à 2 semaines. Alors, je me suis promis maintenant que à chaque fois que quelqu'un se blesserait, ça donnerait du temps de jeu soit à Jaden Springer, comme vous le voyez ici. Donc ça, c'est quand c'est un poste extérieur qui est défaillant. On va donner des minutes au petit Springer parce qu'il se développe très très bien. Il a démarré l'année de manière assez modeste et il est déjà en bon développement. Et puis sur les intérieurs, le petit Reed me paraît avoir toutes les qualités aussi pour mériter quelques minutes dès que ça se présentera. J'ai envoyé Asia Joe dans le trade de Ben Simmons, donc il n'y a pas non plus cette piste-là.
Mais je pense que dans la réalité, les Sixers seront peut-être des fois amenés à donner des minutes à Asia Joe qui paraît être un rookie plutôt intéressant. Fin de premier tour si je ne m'abuse, mais je suis plus très sûr de ça. Alors, ça continue. Et puis il y a aussi, dans ces phases comme ça de simulation, c'est intéressant parce que on se mêle pas du tout de ce qui se passe manette en main. On laisse les choses se faire entre guillemets toutes seules. Et c'est bien pratique. Ça permet vraiment de s'apercevoir que vaut vraiment notre équipe. Alors certes, il y a une jolie entente équipe. Oh tiens, on est tombé face aux Rockets. Il y a une jolie entente équipe qui est assez consécutive à de nombreuses victoires et à plutôt un très bon début de saison, ce qui paraît tout à fait logique. Mais donc ça peut nous garantir aussi un certain nombre de bons résultats. Hein. C'est un peu la spirale vertueuse, alors qu'on peut être parfois dans le cercle vicieux. Voilà, Tyrese Maxey qui retrouve 6 minutes, pas de problème. Et puis en fait, moi j'ai un vrai questionnement qui apparaît au fur et à mesure entre Rubio et Maxey pour la place dans le 5 majeur. Je trouve que l'option Seth Curry envisagée dès le début de cet épisode-là est plutôt convaincante, honnêtement. Ce n'est pas un trou noir défensif au point où je pouvais le craindre. Et par contre, quand on fait un comparatif entre Maxey et Ricky Rubio, on a quand même vraiment l'indication à ce moment-là que Maxey a le poste de meneur qui lui est promis pour dans pas longtemps. Hein. Mais je souhaite pas me dépêcher. Les constatations qu'on peut faire, que ce soit statistiques ou sur le plan des notes, sont... c'est plutôt proche tout ça. Hein. Ça se passe de manière assez proche. Il n'y a pas encore de nécessité totale de mettre Maxey dans le 5 et Rubio en sortie de banc, ce qui pourrait être une option en plus pour gérer un peu certains temps faibles, gérer ce qu'on appelle la seconde unit, même si dans ma rotation avancée c'est un peu mélangé, donc c'est pas une rotation binaire comme on peut parfois avoir, donc il y a un petit peu moins la notion de seconde unit, mais ce serait marrant à un moment donné de basculer Rubio en sortie de banc, je pense, mais il faudra attendre, je vais attendre encore un petit peu. Attendre que Maxey se développe, on va dire jusqu'à 78 d'overall pour faire une chose pareille. Mais il y a vraiment de l'avenir en fait sur le poste de meneur avec ce joueur. On continue à enchaîner les victoires au moment où par contre grave entorse de Tobias Harris. Alors ça c'est très embêtant, 4 à 6 semaines. Écoutez, on l'a promis, hein, on le fait. Donc Reed prend les minutes de Bazley, et puis Bazley va récupérer dans l'histoire de jolies minutes, puisqu'il va être bombardé starter avec plus d'une trentaine de minutes de jeu. Donc c'est là aussi un vrai bon petit test pour Darius Bazley. Et voilà. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il y aurait George Young, pour être franc. George Young aurait pu être l'option choisie, mais j'ai préféré donner un peu des minutes à Reed. Vous voyez quand même, Harris fait une pure saison, hein, 90 et 50-40. On est sur les standards du mec qui fait une très grosse saison à 20 points en seulement 30 minutes. Donc c'est très très consistant la saison de Tobias Harris. Il faut bien retenir 32-9 avant sa blessure. Ça commence très très mal. Vous mesurez un petit peu l'impact de Harris. On va compter les victoires et les défaites sans Tobias Harris. On est déjà à 0 et 1 à ce moment-là. Vous voyez que la hiérarchie commence un petit peu à se dégager. Il y a 4 équipes qui commencent à avoir un bilan un petit peu meilleur que les autres. C'est que le début, hein, ça va se confirmer. On sait bien qu'une saison régulière, c'est un long marathon et que les tendances, il faut attendre un petit peu avant de se prononcer sur la hiérarchie de l'Est, en l'occurrence ici. Allez, c'est bien d'avoir enchaîné un petit peu de victoires sans Tobias Harris. On est à 2 et 1 depuis sa blessure. Clippers font une très très belle saison.
dans la conférence d'en face. Et honnêtement, c'est pas du tout honteux d'être allé perdre là-bas, en ayant comme ça une force de scoring notamment en moins. Allez, les Spurs font une saison que je qualifierais de beaucoup plus médiocre. Là, sur cette partie. Est-ce qu'on attend vraiment autre chose de leur part, IRL, cette année? J'en ai bien peur que non, alors que pourtant je suis un vrai amateur, mais là, pour le coup, vous voyez, donc on a quand même pris 3 défaites sur les 3 matchs les plus délicats à jouer. Donc ça en dit long. Sur quand même l'importance de Tobias Harris, on est à 5-3 sans lui à ce moment-là. Allez, courage, il y en a encore pour au moins 2 semaines. On regarde toujours un peu ce qui se passe. Et puis, ouais, je me dis, bientôt c'est la limite de prolongation des joueurs. Pour ceux qui ont, en tout cas, un statut salarial qui permet une prolongation anticipée. Et donc, je me dis, allez, on va payer Seth Curry une année de plus. Il lui reste encore une année de base après celle-ci, à 8,5. Et il n'est pas très gourmand sur son année qui démarre à 33 ans. Puisqu'il nous a gentiment fait une petite ristourne à 5 millions. Donc, c'est parfait. Je prends encore du Seth Curry pour 2 saisons supplémentaires après celle-ci. Donc, c'est très très bien de pouvoir compter sur ce shooter. À mon avis, nous fera que du bien, en vérité. Ne fût-ce qu'en sortie de banc, même s'il décline un petit peu, ce qui peut arriver parfois avec l'âge. 6e victoire depuis la blessure de Tobias Harris. Ça fait 7 maintenant avec celle sur les Dallas Mavericks. Qu'en sera-t-il face aux Bulls? Bulls, une équipe qui compte dans la conférence Est, dans cette partie. Ben oui, voilà, défaite. Donc on est fort face aux faibles. Et on est plutôt faible dès que l'adversité est plus forte. Ça nous fait maintenant une jolie victoire contre les Suns. Ça progresse. Il est carton de Joel Embiid. Et ça nous branche forcément sur un petit trophée sympathique. Trophée de MVP. Écoutez, regardez, pour le moment, ce trophée, Joel Embiid est numéro 1 dans la course au MVP. Donc c'est quand même... ce serait un bel accomplissement, je trouve, que d'avoir le trophée de MVP pour Joel Embiid. Je pense qu'il faudrait qu'on garde le meilleur bilan de la conf si on veut que ce soit... voire de la NBA, si on veut que ce soit confirmé, l'histoire, par le jeu. Pendant ce temps-là, comme je vous ai habitué, il se passe des petites choses au Thunder. Puisque Thunder était notre partenaire de trade pour Ben Simmons. Donc je les suis. Après, ça tank pas mal, faut quand même l'avouer. Mais ça tank avec des idées derrière la tête pour l'année suivante, tout de même. OKC a encore bougé. OKC a encore fait un petit mouvement. Regardez. Ça va faire sourire ceux qui me connaissent. Après être allé chercher Cam Reddish, un chouchou. Après être allé chercher Chris Dunn, un autre chouchou, eh bien moi je trouve qu'au bout d'un moment, le contrat de Jahlil Okafor chez nous ne sert pas à grand chose. Il n'a pas de temps de jeu, étant donné les minutes allouées à Favors, à Azubuike. Eh bien écoutez, on va aller chercher quelque chose de naturel, un petit joueur plutôt sur les ailes. Il s'appelle Justice, et j'en suis amoureux depuis sa draft, on va dire, Justice Winslow. J'étais très très heureux là, il y a 2 ou 3 nuits là, de voir son comportement, qui était plutôt très positif sur les minutes qu'il a eues dans le match Clippers-Warriors. Je trouvais que c'était intéressant de voir que Winslow, dès qu'il rentrait, avait un petit impact sympathique. Donc je suis content pour lui. C'est l'occasion de refaire un petit peu la rotation, de repenser un peu certaines choses. J'aime bien les minutes pour Reddish. Shai doit avoir son temps, ainsi que Ben Simmons. Comme je vous le disais, il y a Azubuike à l'intérieur, il y a Favors, mais il y a également le petit Roby qui mérite de jouer. Très clairement, il faut que Pokusevski aussi ait un peu de temps. Winslow, on va lui donner un temps très très réduit, mais réel. Voilà, il faut qu'il puisse un petit peu jouer aussi. Et voilà, ça se complète tout seul. Théo Malédon aussi à 6 minutes. Bref,
il y a tout ce qu'il faut en l'absence de Josh Giddey, qui s'est blessé. Enfin, ça n'arrête pas, en fait. La saison de Giddey, c'est un long parcours semé d'embûches. C'est un chemin de croix, sa saison au petit Giddey, là. Il s'est blessé, là, vous voyez, par exemple, au moment où je fais cette rotation-là, et où on accueille Justice Winslow, Josh Giddey, il est sous blessure encore. Il a contracté une blessure des semaines et des semaines auparavant pour 2 à 4 mois. Et dans la foulée, il va se reblesser dans pas longtemps. À peine il sera revenu. Ça, c'est saison quasi blanche pour Josh Giddey, qui va en plus perdre du potentiel d'overall. C'est catastrophique. Catastrophique pour Giddey. Et quelque part, c'est quand même ces choses qui arrivent en NBA. Un joueur qu'on attend bien, il se blesse. En fait, il n'atteint jamais son potentiel. Donc, phénomène à respecter. Et ne surtout pas intervenir via l'édition potentielle de quoi que ce soit. Je ne veux surtout pas toucher à ça. Et en même temps, très grosse perte sur le moyen terme et le long terme pour ce Thunder, qui aurait pu compter avec Josh Giddey sur un bon joueur de base, qui deviendra peut-être seulement un bon joueur de banc à la place. Donc voilà, c'est comme ça. C'est aussi ça la NBA. Puis forcément, je vais vous proposer un petit choc, on va dire un petit Silent Nico entre les Sixers et ce Thunder, justement. Vous allez voir qu'en fait, ça paraît déséquilibré, l'histoire, mais ça l'est pas tant que ça, dans la mesure où cette équipe du Thunder, c'est des chiens. Ils ne lâchent absolument rien. Nous, on a toujours un peu cette stratégie d'essayer de fixer avec Jojo. Voilà. Fixé, mais là c'était pas vraiment bien fixé. Il fallait attendre la prise à deux, qu'elle soit un petit peu plus violente. Là, c'est également non, je suis dans ma maison, signé Joel Embiid. Ouais, parce que c'est pas anodin non plus. Ce petit match, c'est le retour de Ben Simmons à Philadelphie. Et rien que ça valait le coup, je trouve. Allez, petit ralenti, on s'en prive pas. Ben Simmons qui voulait aller marquer comme ça de près, et Joel Embiid qui surgit comme ça en aide défensive. Non. Donc gros challenge. Il semblerait que les uns et les autres aient coché ce match. Dédé Drummond est bien présent. Doc Rivers se dit, eh ben dis donc, heureusement qu'il est là, celui-là. Non, il fait du bon boulot, hein. Très joli ici aussi la prise de position de Ben Simmons derrière le défenseur, bien servi par Cam Reddish. Honnêtement, Reddish, il me régale, je vous l'avoue. J'adore ce joueur. Je sais que tôt ou tard, les Atlanta Hawks vont l'éjecter du projet. Pourquoi ? Parce qu'ils ont en fait sur le même poste, ils ont DeAndre Hunter, ils ont payé tout le monde cet été. Ils ont filé des gros contrats à tout un nombre de joueurs. Et je suis persuadé qu'à un moment donné, tu files un tour de draft, tu files un premier tour à Atlanta, plus un joueur au contrat équivalent, ils te lâchent Reddish. Du moment que le joueur que tu leur envoies, c'est un mec qui peut backer un poste majeur de leur équipe. Et puis de toute façon, ils ont Jalen Johnson derrière à développer. Enfin, pour moi, il y a un moment donné où Cam Reddish, ça va bouger en fait. C'est pour ça que j'hésite pas à le faire. On perd des ballons, on n'est pas très sérieux, regardez-moi ça. Ça se passe pas si bien que ça. Et du coup, sur des actions qui sont toutes un petit peu anodines, perte de balles, contre-attaque, en fait, ça se passe très mal. Doc Rivers avec Sam Cassell juste à côté. Sam Cassell. Le fameux Sam Cassell, moi franchement, c'est comme si c'était hier, hein, ces petites actions de rookie là aux Houston Rockets pendant les finales face aux Knicks en 14, c'est ça ? Je sais plus exactement, par contre je confonds avec 95 peut-être. Non, je crois que c'est 94. Eh bien, non, il y avait Clyde Drexler, c'est 95, autant pour moi. Donc je joue Embiid, on libère. Shoot ouvert de Reed, yes, ça fait plaisir. Petit Reed là en plus, vous voyez, en plus d'avoir des grosses capacités athlétiques et d'être capable de, ouh là là, ça bâche dans tous les sens, et d'être capable de défendre, voire même d'occuper ponctuellement le poste 5, hein, sur
un format un peu plus petit, mais bien réel. Hein. Bah, en plus, le mec, il a de l'adresse extérieure. Quoi. Donc ce petit jeune Reed paraît être indiqué à conserver. Allez, toujours le petit cut, ligne de fond. Hop là, ça n'a pas fonctionné. Et on remet dedans. Voilà, donc des petites actions, encore une fois, un peu anodines. Mais c'est tellement la bagarre sur ce match. Embiid qui se défait facilement de son défenseur. C'est tellement la bagarre, ce match. Chaque possession est délicate. Que finalement, commence à se retrouver dans un scénario qui n'était pas envisagé. Avec encore une fois Embiid qui fait le boulot. Allez, balle. On fait sauter Favors. On attend la prise à 2. Allez, c'est ici, voilà. Hop là, on fait circuler le ballon très très rapidement quand il est ressorti pour essayer d'aller trouver le joueur qui est ouvert. Ricky Rubio fait très très bien son boulot dans ce contexte-là également. C'est très serré. Regardez, il y a un point d'écart ici. 8, 7, 6, 5. Il va falloir shooter. Ok, ici, il va falloir shooter. Et c'est maîtrisé ici par Joel Embiid. La balle est à Luguensdort. Ah là 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 là. Casey se dit, on a raté notre chance, surtout que Dort met les lancers dans la foulée. Et là, on se dit que c'est absolument terminé, plus ou moins, si on défend correctement. Il faut faire gaffe en haut, là, juste en haut, à 0 degré, pour Shai Gilgeous-Alexander, qui ressort pour Cam Reddish, mythique. Quelle pure action. Ils nous ont sorti là, les deux nouveaux comparses d'OKC. Cam Reddish qui rentre le shoot qu'il fallait rentrer, pardon. L'action, elle est magnifique parce qu'en fait, ça, l'IA nous le fait souvent, hein, le départ du joueur qui va shooter ici quasiment à 0 degré, voilà. Mais le mec ressort la balle et Reddish, il est tout de suite allé se replacer derrière l'arc pour être servi magnifiquement par Shai Gilgeous-Alexander. Cette action-là, elle m'a fait grand plaisir. Voilà, Maxi derrière pour la gagne. Non, il est contesté par Chris Dunn. Ce sera donc une prolongation dans ce match pour le retour de Ben Simmons à Philadelphie. Prolongation. Donc voilà, on a beau jouer contre une équipe qui n'ira pas en play-off et qui est pas moyenne, mais même plutôt médiocre en tanking, globalement. En fait, elle comporte de tels chiens dans son équipe que ça devient tout de suite un peu compliqué dès lors qu'on n'a pas eu la réussite externe qu'on pouvait vouloir. En plus, Shai prend le match à son compte. Et Dieu sait si ça peut faire vraiment mal. Dans ces cas-là, allez, ressors-moi ce ballon. Eh ben non, encore une fois. Le joueur qui vient comme ça se proposer sous le panier, c'était Ricky Rubio. Derrière, Dort va être ouvert. Donne la balle. Eh ben non, finalement, c'est pas pour Dort, c'est pour Bazley qui dévisse. Il aurait mieux valu donner la balle à Dort. Mais voilà, je l'ai pas vu. Parce qu'il faut arriver à voir aussi, pendant qu'on est occupé sous le cercle. Derrière, grosse défense, c'est la pagaille. C'est la pagaille totale. La folie dans le stade. Et... dans la salle, on va dire. Et balle à Jojo. 11, 10, 9, 8. On ressort. Oh, c'est pas possible, heureusement. Joel Embiid prend le rebond pour le tir libérateur de Seth Curry. De toute façon, au bout d'un moment, avec des shoots ouverts, ça va finir par rentrer. Hein. Et en l'occurrence, Seth Curry qui peut-être nous offre cette victoire. C'est peut-être le game winner ici. Il va juste falloir défendre la dernière action et espérer que OKC va pas nous refaire la même. Déjà, il est à 2 points. Oh là là, Reddish. Oh là là, on n'est pas passé loin. Et là, je pense que c'est plus ou moins terminé. On n'est pas passé loin d'un bis repetita. Shai pour Reddish, mais c'est pas le cas. Donc, on va juste ici assurer notre prise de balle. Voilà, provoquer la faute rapide. Mais ce sera bien trop tard pour OKC, qui nous aura opposé une superbe résistance. Force restera à cet ensemble de joueurs autour de Joel Embiid. Vous voyez, quand Bazley est là, il fait relativement son taf avec modestie, mais ça va. Que 33% à 3 points, hein, c'est sur un volume de shoot intéressant. C'est ce qui explique un petit peu nos difficultés là-dessus.
Dédé Drummond est un bon backup. Et puis après, sur les postes externes, j'ai presque envie de dire que c'est interchangeable. À part l'adresse de Seth Curry par moment. Mais sinon, c'est assez interchangeable entre Dort, entre Ty Burl, entre Danny Green, et puis entre Ricky Rubio ou Tyrese Maxey, ça peut switcher. On a des performances qui sont assez proches, en fait, avec les uns ou les autres. Puis surtout, on était privé de Tobias Harris, faut quand même pas l'oublier. On est à 10 et 4 en son absence. 10 victoires, 4 défaites depuis la blessure sérieuse de notre poste 4. Et la tête de la conférence, à ce stade-là, le All-Star Game approche. Les capitaines pour ce All-Star Game, là, auront été LeBron James d'un côté et Giannis Antetokounmpo de l'autre. Pas de surprise. Aucune surprise. Et voilà. Encore une petite défaite, malheureusement, face aux Celtics qui se sont éclatés dans la défense de Philadelphie, plutôt réputée bonne, là, dans cette saison. Mais voilà. Les Bucks, heureusement, on s'est rattrapé dans la foulée pour enfin gagner un match contre une équipe vraiment forte. Retour de Tobias Harris. Alors c'est dommage parce que Harris, je sais pas si la question se posait tellement ou pas, mais du coup pas de All-Star Game pour lui. À mon avis, c'est peut-être dû à sa blessure, mais quand même statistiquement, il ne produisait pas exactement ce que d'autres produisent et qui ont été All-Star sur cette année. Donc j'ai l'intuition quand même que même s'il n'avait pas été blessé, il n'aurait pas été appelé. On n'a qu'un seul All-Star, mais quel All-Star? On n'a personne de Joel Embiid. Allez, on reprend les rotations habituelles. On remercie Reed pour sa contribution qui a été de qualité. Il va falloir un petit peu réfléchir la saison suivante, comment est-ce qu'on s'organise pour nourrir un peu tout le monde. Mais c'est un problème de riche, il vaut mieux avoir ces problèmes-là. Donc ouais, très bon petit passage de Reed. Tout comme Springer fait de bons passages quand il est obligé de remplacer Rubio ou bien Maxey. Et ça continue. 45-14, ça veut dire que je vais bientôt arrêter là. Donc on va encore jouer quoi? Oui, il y a un match encore qui va être joué. C'est après la trade deadline, vous voyez, 1er mars, ça y est, terminé. Il y a eu des défaites encore, c'est un petit peu troublant. On voit quand même que sans Tobias Harris, ça se passe nettement moins bien, faut pas se le cacher. 46 et 16, ce qui veut dire qu'on aura été à 14 et 7 pendant son absence. Il manque beaucoup de matchs. Il y avait déjà manqué une séquence de matchs dans l'épisode précédent, en début de saison. Et là, son absence fait quand même relativement mal. Donc voilà, on aura été plutôt à 12 et 6 ou un truc du style. Je me suis emmêlé les pinceaux, désolé. Mais ce qui m'a troublé, c'est l'arrivée proche de Jimmy Butler, de Bam Adebayo et consorts pour un match forcément excitant entre Sixers et Heat. Je pense que ces matchs-là, faudra vraiment pas les rater cette saison. On a du bon Bam Adebayo. Que va-t-il proposer en face de Joel Embiid? Allez, c'est parti. Kyle Lowry qui a la balle. Il y aura également quelques bons passages de Victor Oladipo ici. Vous voyez, attention, quand on est face à de bons défenseurs, d'ailleurs Victor Oladipo en fait partie, on se retrouve comme ce que vous voyez là, dans un début de match très compliqué où ça se passe mal, où c'est porte ouverte sur les contre-attaques, et où heureusement à un moment donné on va retrouver un peu les fondamentaux de ce jeu avec de la contestation, avec de la balle au poste haut, et essayer de retrouver un peu nos habitudes. Ici, hop là, Jojo qui conteste. Ouais, après pour Adebayo, franchement, si Joel Embiid est bien sur lui, c'est très très délicat. Surtout dans la foulée, il y a Dédé Drummond qui fait son apparition. Toujours de très très bonnes séquences. Je crois que sur cette saison, Dédé Drummond, il est proche du double-double de moyenne sur un temps de jeu qui est extrêmement réduit, qui est de l'ordre de quinzaine de minutes. Donc c'est énorme. Franchement, c'est énorme d'arriver à faire ça.
Comme on pêche un petit peu en attaque, on va chercher quelques fautes. Ici, facile de provoquer une faute avec Embiid sur Adebayo. Et toujours pareil, attention, on essaie de maintenir un petit peu en veille l'ami Duncan Robinson. Faut pas qu'il se régale celui-là. Sans cela, on pourrait passer un mauvais moment. Voilà, toujours de la contestation dans la raquette. On a musclé notre jeu un petit peu. Et bam! On a également la possibilité, sur des défenseurs un peu moins forts physiquement, comme ici PJ Tucker, de faire de vraies différences. Prise à 2 immédiate. Lugensdort. Bam! Voilà. Ça qu'on veut voir dans cette équipe, c'est des shooters qui mettent leur shoot ouvert. Ah tiens, Dwayne Dedmon ici. Hop là, une aide défensive. Merci. Il y avait eu un joli switch provoqué par l'attaque de Miami. Et il commence à craquer. Il commence à craquer en face. Il commence à faire faute assez systématique ou trop fréquente en tout cas sur Joel Embiid. Un bon passage de Dédé Drummond. Jimmy B qui échoue. Vous voyez, on commence à se détacher sur une somme de petites actions défensives combinées à un petit peu de facilité en attaque. Ici, voilà. Hop là. Ben oui, il y a une mismatch. Il y a une mismatch. Il faut absolument pas laisser les mismatchs. Mais tant pis, faut sanctionner le jeu. De la même manière que j'espère que dans la réalité, Joel Embiid aura toujours la possibilité de sanctionner bon, à mon avis, ce sera plus des prises à 2. Parce qu'en NBA, ils auront du mal à dire non, vous changez sur tous les écrans. On va laisser Duncan Robinson défendre sur Joel Embiid. Tout va bien, j'ai envie de dire. Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que ce hit est pour autant anesthésié et qu'on peut considérer qu'on a match gagné? Franchement, pas sûr. Parce qu'ils sont bien revenus sur 2 ou 3 opportunités, là. Et il va falloir tout le talent de Seth Curry pour nous redonner une petite marge. Oladipo fait du bon boulot, même si là, il est contesté. Et une fois n'est pas coutume, le match, il va nous être gagné par quoi? Par qui? Par l'espèce de seconde unit. Voilà, avec Dédé Drummond, avec Matisse Thybulle, avec Darius Bazley. Voilà, c'est cette seconde unit, avec Maxi également. C'est cette seconde unit qui va plus ou moins nous gagner le match en début de 4e. Un petit peu à l'instar de l'autre jour, les Lakers qui se font finalement lâcher dans le début du 4e quart, et enfin première moitié, fin du 3e, par les Warriors. Des Warriors bien surprenants ce début de saison, enfin surprenants. Ils régalent, on va dire. Ils régalent. Allez, plus 3. Est-ce que Jojo devait prendre ce shoot? Je n'en suis pas certain. Toujours est-il que ce shoot a été pris. Ou alors il fallait le prendre en première intention. Et ne pas laisser Victor Oladipo tout seul. Comme ce qu'on vient de voir à l'instant. Ce match nous a donc échappé. Alors qu'on avait fait le trou. Très clairement, ce match était normalement gagné. Si on déconnait pas, ce match était gagné. On va donc reprendre ce qui fonctionne. Pour Tobias Harris, presque à 0 degré, voilà. Le corner, il aime ça. Première pique envoyée par Toby Harris. Derrière, c'est très bien contesté. Et c'était plutôt mal tenté de la part de Oladipo. On va laisser la balle à Jojo, regardez. Alors, c'est bon, t'es prêt Adebayo? T'es prêt? Parce que nous, on est prêts. Voilà, derrière, il y a Tobias Harris qui rentre. Voilà. Donc, c'est vrai que dès qu'on a cette réussite, en fait, externe, sur les positions ouvertes, ça fait tout de suite une différence incroyable. Et en plus du fait qu'à l'intérieur, Joel Embiid a une vraie chance de dominer ses défenseurs. Donc, très amusant à jouer, je vous le dis. De toute façon, certains qui ont sûrement déjà testé, ils le savent peut-être mieux que moi encore. Très très agréable à jouer. Ce système dans lequel on a un Joel Embiid ultra dominant, accompagné de shooters autour,
C'est vraiment très très sympathique. Première place, c'est bien parti, hein. Première place à l'Est. C'est très bien parti pour ces Sixers-là. Il reste encore à croiser les doigts pour que la santé tienne le coup. On est sur des temps de jeu, vous voyez, que j'ai mis qui sont raisonnables, hein. 32 minutes, 31 minutes, 27, 27 minutes, 24, 25 minutes environ. Il n'y a personne qui joue plus de 32,2 minutes. Ce que je trouve parfait pour essayer de minimiser les blessures. Je peux pas vous jurer que le jeu prend en compte ça, mais ce que je sais qu'il prend en compte, c'est la fatigue progressive. Et en l'occurrence, au niveau fatigue progressive, ben forcément on s'allège. On s'allège avec ce type de partage des minutes. C'est parfait. Luguentz-Dort fait une belle saison. Seth Curry également. Ricky Rubio fait ce qu'il a à faire. Bazley bénéficie des moments où il a eu plus de 30 minutes de jeu. En revanche, Maxey fait une vraie belle saison sur son temps de jeu, hein. Il faut pas mésestimer le potentiel de ce joueur qui devrait nous faire du bien assez rapidement. Voilà. Je vous proposerai dans une prochaine vidéo ce qui se passe à l'Ouest. Et puis j'y adjoindrai la toute fin là, de saison de ces Sixers. On aura donc à la prochaine vidéo, celle des Warriors, l'issue de cette saison, avec notamment la question MVP ou pas pour Jojo. Voilà. Excellente NBA à tous et à bientôt.